Bonsoir à tous. Merci de nous préférer pour vous informer. Nous sommes bien sûr le 4 septembre 2020. Bienvenue dans votre émission qui vous informe sur la maladie à coronavirus ou Covid-19. Ce soir, nous allons évoquer avec notre invité déjà au plateau, docteur Dianico Oni. Il est médecin spécialiste en imagerie médicale. Ce thème, donc, Togo Covid-19, la courbe de la pandémie monte. Bonsoir, docteur. Bonsoir à vous. Alors, d'entrée de jeu, comment peut-on expliquer la montée au jour le jour, malgré le travail qui se fait sur le terrain au Togo, bien sûr, de cette courbe-là? Comment on peut expliquer ça? Merci pour la question. Je crois que on devrait revenir sur la baisse générale du respect des mesures barrières, mais aussi le phénomène auquel nous avons assisté au cours des fêtes dernières, les fêtes traditionnelles dans certaines préfectures et les fêtes chrétiennes dans d'autres préfectures. Aussi, vous savez que sur un plan général, nous avons tous repris avec les grands rassemblements, tant dans les lieux de culte que dans les funérailles ou bien au niveau des fêtes. Donc tout ceci a fait que le nombre a commencé par grimper de manière exponentielle et ceci nous inquiète sérieusement. Vous avez eu à mentionner dans votre développement la célébration de certaines fêtes traditionnelles et religieuses qui seraient bien sûr peut-être à la base de cette montée exponentielle des chiffres entre-temps qui, bon, malgré le travail qui se fait sur le terrain, on a comme impression que ça ne bouge pas vraiment. Est-ce que c'est le véritable voie maintenant bien sûr à cette contamination en masse? Oui, au fait, comme on est passé actuellement en contamination communautaire, ça veut dire que tout le monde peut avoir le virus. Le fait de faire les grands rassemblements sans respect de la distanciation physique et sans respect du port du masque, ceci expose un plus grand nombre à la contamination et ceci fait que de chaque jour, le nombre de personnes contaminées est grand. Alors, quand vous nous demandez d'apprendre à vivre avec la maladie, finalement, on fait quoi? Oui, c'est apprendre à vivre avec la maladie, c'est comme on le dit, actuellement le virus est parmi nous et malgré le travail qui se fait, il se répand à grande vitesse. Donc, nous devons d'abord nous dire que le virus n'est plus loin, il est parmi nous, mais aussi nous dire que nous devons revenir sur les mesures de base pour que nous tous nous ne soyons pas contaminés. Mais le fait est que la chance d'être contaminé actuellement est vraiment grand, vraiment élevée. C'est pour ça qu'on dit aux gens de ne pas se dire que le virus est de l'autre côté, le virus est pour les autres, mais le virus est proche de nous tous. Justement, la phase communautaire dans une pandémie ou épidémie, très souvent, on a toujours des chiffres selon les statistiques. Si on remonte dans le temps, ce qui a été fait par le passé et certains constats, ça et là. Est-ce qu'on n'est pas vraiment dans la normale, la phase normale, bien sûr, de cette maladie quand on enregistre ça et là des chiffres au jour le jour? Est-ce qu'il y a lieu vraiment de se paniquer? Au fait, nous sommes juste sur le profil épidémique de la maladie. Le coronavirus est d'abord venu avec ceux qui ont voyagé. Après, ceux qui ont voyagé les ont donnés à ceux qui ont été proches d'eux. Et maintenant, le virus circule dans la communauté. Ça veut dire que, vu que la maladie a une phase asymptomatique, chacun peut l'avoir parce que la personne qui l'a ne développe pas encore les signes. C'est comme ça que ça se passe souvent avec les épidémies. Ça commence en un foyer. Après, ça va de proche en proche. Après, ça se dissémine dans la communauté. Et comme vous avez eu à le dire, quand le virus passe en contamination communautaire, les cas s'élèvent. Le nombre de cas s'agrandit au jour le jour. Mais le problème, c'est que nous aurions aimé que ce nombre ne puisse pas être exponentiel tout le temps. Nous aurions aimé que ce nombre soit le plus bas possible pour que nous puissions prévenir le plus grand nombre parmi notre population. Au cas où ce chiffre est haut et va toujours croissant, nous avons à exposer plus de nombre de personnes à cette maladie et nous risquons de surcharger notre système de santé. Justement, pour y arriver, il faut forcément le respect des mesures barrières qui demeurent toujours ce problème-là qu'on a en ces derniers temps. Au début, peut-être c'est respecté à
à 80%. Mais aujourd'hui, un constat se dégage clairement que les gens semblent être fatigués, bien sûr, de ces mesures barrières. Que faut-il faire? C'est vrai, après 6 mois à écouter les mêmes choses, après 6 mois à faire ce que nous n'avions pas l'habitude de faire, après 6 mois à voir que malgré nos efforts, nous n'avons pas les résultats escomptés, on comprend que la population en général, mais aussi le personnel médical, soit un peu exténué par ce qui se fait en se disant pourquoi ne pas baisser les bras vu que la létalité n'est pas exagérée en termes de Covid-19. Mais je crois qu'il faut juste revenir là-dessus et redire encore aux gens de retrousser les manches, de continuer comme ça a commencé. Ce n'est pas parce que nous sommes à un taux faible de mortalité que ceux qui devraient mourir sont connus d'avance. Dès que vous faites la maladie, vous êtes à risque de mourir. Donc, la seule chose qui nous prévient, c'est le respect des mesures barrières. Et c'est ce qu'il y a de plus simple dans cette épidémie. Donc, nous devons réactiver la sensibilisation, continuer l'information et rappeler aux gens que nous sommes obligés de continuer à respecter les mesures barrières et à prévenir les comportements à risque. Respecter les mesures barrières, oui, mais est-ce que ces mesures-là sont efficaces vraiment? Pas forcément au Togo, mais pratiquement à travers le monde entier, parce que quand on analyse un peu les chiffres dans d'autres pays, on se demande est-ce que c'est seulement le non-respect qui amène à cette flambée des chiffres à travers plusieurs pays du monde, et en particulier au Togo? Bon, contre l'épidémie à coronavirus, il n'y a pas une autre manière de prévenir cette maladie que le respect des mesures barrières. C'est la seule chose que nous avons sous la main, étant entendu que jusqu'à présent, aucun vaccin n'a été prouvé, certifié, pouvant nous prévenir contre cette maladie. Les pays qui ont eu à suivre de manière systématique toutes les mesures barrières, ils s'en sont sortis mieux que nous. Les pays où il y a eu le déni de la maladie, si vous avez eu l'occasion de remarquer, la maladie a flambé chez eux tout d'un coup avant qu'ils ne reviennent à ces mesures barrières pour stabiliser un tout petit peu la courbe. Nous aussi, il y a des zones où il y a les gens qui continuent de croire que la COVID-19 n'existe pas au Togo et que ce sont le gouvernement, les responsables, les autorités qui voudraient peut-être gagner de l'argent, peut-être se faire une renommée internationale et qui ont inventé ceci. Mais je crois que si nous pouvons faire un tour au centre de traitement de Lomé, au CHL Lomé commune, nous pourrons toucher du doigt ce que c'est que la COVID-19. Donc, le respect des mesures barrières, c'est la seule chose que nous avons. Et mieux nous respectons les mesures barrières, mieux nous nous protégeons, mieux la maladie pourra partir plus vite. D'aucuns estiment que c'est ceux-là qui ont la maladie mais ne la développent pas vraiment qui font flamber les chiffres à travers le monde entier. Peut-être il faut penser à des dépistages ça et là afin de mieux contenir. Bon, je dirais faux et vrai. Pourquoi est-ce que c'est faux? Parce que celui qui ne fait pas encore les signes, lui-même il ne le sait pas. Donc il ne peut pas prendre sur lui de diffuser la maladie. Peut-être qu'il le fait de manière inopportune ou sans le savoir. Ça, je pourrais être d'accord. Mais ceux qu'il expose, c'est ceux qui sont à côté de lui et qui n'ont pas de mesures barrières. Si vous êtes à côté de quelqu'un qui est asymptomatique et que vous n'avez pas de masque, vous avez un risque élevé d'avoir la maladie. Si vous vivez avec quelqu'un et que vous pensez que vous êtes en famille, vous êtes entre amis, vous êtes entre potes en train de boire tous les soirs, donc vous ne pouvez pas avoir la maladie, vous avez un risque accru d'avoir cette maladie. Donc c'est dans ce cadre-là que je dis, si on suit les mesures barrières, quelle que soit la personne que nous avons en face de nous, on se protège contre la maladie. De l'autre côté, oui, ceux qui ont fait un dépistage systématique de leur population, ils ont eu la chance de mettre immédiatement d'un côté ceux qui ont la maladie, qui font les signes ou qui ne le font pas, et d'un autre côté ceux qui ne font pas la maladie. Ceci leur a permis de mettre en place un traitement pour ceux qui ont la maladie et de stabiliser la chaîne de contamination. Peut-être qu'il faut suggérer ça à nos autorités pour voir si ceci pourra être admis comme une mesure, mais pour le moment, ça n'a pas été encore retenu au Togo comme mesure d'approche pour la lutte contre la maladie. Justement, au Togo, il y a 2 grandes zones qui se dégagent en matière de fort taux de contamination. On parle bien sûr de la région maritime et centrale. Comment cela peut être expliqué? C'est parce qu'il y a tellement des allers-retours, ça et là à Lomé, et de la maritime et également de la centrale. Et qu'en est-il bien sûr des autres régions du pays? Bon, ce que nous avons remarqué depuis le début de la maladie, c'est que les camps commençaient à Lomé.
Et depuis que ces cas ont commencé à Lomé, la courbe est allée croissante. Et jusqu'à maintenant, on n'est pas encore arrivé à stabiliser la courbe de croissance de la maladie à Lomé. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le Grand Lomé, peut-être parce qu'à Lomé, on n'a pas encore ce fort pourcentage de respect des mesures barrières. Peut-être parce qu'à Lomé, on fait beaucoup plus de tests que dans le reste du pays. Ce sont des propositions qui sont toujours à l'étude. Par contre, dans la région centrale, nous venons de découvrir que la région centrale enregistre beaucoup de cas. Ce n'était pas ça il y a encore 1-2 mois. C'est pour ça que nous nous sommes dit, c'est peut-être les cérémonies de mariage qui se sont célébrées en grand nombre il n'y a pas longtemps, la fête de la Tabaski, peut-être qui a rassemblé un grand monde dans la région centrale, qui a fait que ces cas ont augmenté de manière exponentielle dans cette zone. Bon, pour lutter, on a dû boucler la zone et bon, on espère que d'ici quelques jours, la courbe va se stabiliser et peut-être diminuer dans la région centrale. On parle également de quelques poches à Tandjouaré, au nord du pays. Oui, depuis le début, comme on l'a dit aussi, il y a des foyers endémiques où le nombre augmente rapidement en quelques jours. Le cas actuel, c'est Tandjouaré où on a retrouvé dans une concession, genre un centre de formation pour enfants, beaucoup de cas, je crois une dizaine en moins d'une semaine. La démarche est la même, essayer de circonscrire la zone pour que ce foyer ne s'étende pas. Je crois que ces enfants n'ont pas eu droit aux examens, donc il faut faire attention. D'ici une semaine, je suis sûr que le foyer de Tandjouaré sera aussi stabilisé. Quand on parle bien sûr de Tandjouaré, on va redescendre un peu au sud du pays, au sud-est, un peu vers Méniran, à Fagnan, à Gomeglozou et autres. Au départ, c'était un peu difficile de détecter un cas, mais aujourd'hui, ça est devenu carrément un foyer. Et en faisant une discussion hier avec un professionnel du domaine comme vous, qui travaille bien sûr à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu d'Affayan, c'est que de l'autre côté de la frontière au Bénin, ce n'est pas vraiment ça. On n'arrive pas à détecter des cas comme... C'est la même chose au Togo. Quand on essaie un peu de voir, on sait qu'il y a certains marchés qui sont au niveau des frontières, au niveau du Togo, mais dans le Bénin, il n'y a pas vraiment de cas qui sont détectés. Et on pense peut-être que c'est ceux qui viennent de Lomé qui viennent contaminer là-bas, contrairement à ceux qui sont au niveau des frontières de l'autre côté. C'est une description un peu du genre que le professionnel du domaine dont je tais le nom essaie de faire hier, qu'ils ont fait un saut dans le Bénin à... C'est quoi déjà le nom? À Tiémé et à Lokossa. Et il n'y a pas vraiment de ces cas-là qui sont détectés là-bas. Bon, pour les zones frontalières, il faut dire la vérité et puis peut-être faire attention. C'est très difficile de surveiller les frontières de notre pays et des pays à côté. Vous savez que si vous voulez aller au Ghana et que le poste de frontière d'Aflao est fermé, vous pourrez passer par Casablanca, Ségbé, ainsi de suite, même vers Mwempé pour entrer. Si vous voulez aller au Bénin et que le poste de frontière est fermé, il suffit de remonter un tout petit peu, vous rentrez au Bénin comme pas de problème. Oui, voilà. Donc si on n'a pas de frontière de manière fixe, si nous n'avons pas la même surveillance de chaque côté de la frontière, il va paraître que d'un côté, il y a beaucoup de cas et de l'autre côté, il n'y a pas de cas. Donc, du coup, ceux qui n'ont pas de cas vont penser que c'est ceux qui ont beaucoup de cas qui passent pour contaminer les gens de l'autre côté. Vous vous souvenez de la semaine où nous avons découvert, comme par enchantement, une vingtaine de cas à Djarkmanga. Oui. Voilà. Donc, quand on a fouillé, on a cru comprendre qu'il y a certains qui sont passés du Ghana vers le Togo. Et est-ce que c'est eux qui nous ont amené la maladie? On ne peut pas le dire. Ce que je pourrais peut-être dire, c'est que nous avons tous la COVID-19 qui se promène dans nos populations. Nous n'avons pas la même manière de surveiller nos populations. Quand nous, on essaye de ratisser l'âge, de faire les tests à plus de monde, de signaler les allées et venues de nos populations, surtout aux zones frontalières où on a des marchés sur les frontières, on a des écoles sur les frontières ou bien même des lieux de culte sur les frontières. Dans les autres pays, la démarche n'est pas aussi systématique que ça. Est-ce que nous faisons meilleur qu'eux?
Est-ce que eux ils font meilleur que nous? Il faut aussi noter qu'au Bénin, au Ghana, le nombre de cas est 1000 fois supérieur au nôtre. Donc oui. voilà, faisons attention. Dans la discussion, il faisait savoir que les bonnes dames qui quittent Lomé, vous savez qu'à Fagnan, c'est une zone agricole, les gens vont payer des produits ça et là, et arriver sur les lieux, ils négligent carrément le respect des gestes barrières, que ça peut être vraiment une cause réelle de cette contamination. Dans tous les cas, on parle aussi de nos tiens, dans la foulée. Voilà. Tout ce qui est frontière, région frontalière, ville frontalière, véritablement, ce sont des lieux à surveiller. Et je pense qu'en surveillance au niveau du Togo, le message est passé de manière formelle que les allées et venues, tant des populations que des responsables ou des personnes, est à surveiller. Et systématiquement, quand vous êtes déclaré voyageur, ça veut dire personne n'ayant pas résidé dans une zone frontalière dans la semaine qui est passée ou dans le mois qui est passé, il est systématique de vous faire dépister si vous êtes venu pour rester. Ceci fait que dès qu'il y a un nouveau cas dans une zone, on essaye de ratisser large et de prévenir les cas de contamination. C'est ce qui a été fait à Djarpanga, ça a été fait à Soudou tout dernièrement. Au niveau du bas mono, de l'est mono, normalement ça devrait être fait parce qu'on a pensé à tout ça et les autorités sanitaires sont au parfum de la chose. Ça devrait être fait de la même manière de l'autre côté, mais comme on n'a pas les informations là-dessus, je ne peux pas en parler. Il faut peut-être fouiller le jour arrivé pour avoir le cœur net. On va s'intéresser un peu à ces différents services d'État dans lesquels on arrive à détecter chaque jour des cas, ici, par là, même dans les centres de santé, il y a des contaminations en masse. Et c'est dans les rangs, bien sûr, de vous qui êtes, bien sûr, les professionnels du domaine. Bon. Et quand on écoute ça, on se dit, mais qu'en est-il de nous qui sommes des profanes, nous qui ne connaissons pas vraiment la matière? Il faut juste remarquer que le personnel médical est le personnel le plus exposé actuellement parce qu'on ne peut pas refuser de soigner quelqu'un quand on le reçoit, mais on n'est pas à même de savoir, sans avoir fait le test, si la personne a la COVID-19 et qu'il est en période asymptomatique. Au niveau du CHU Tokoin, il y a un laboratoire qui vous fournit le résultat du test dans un délai de 2 à 3 heures qui vous permet de vous prémunir devant une suspicion. Mais dans les autres centres, il faut faire comme sur le plan national, envoyer le test au niveau de l'INH et attendre 24 heures avant de l'avoir. Pendant ces 24 heures, le cursus des soins, le parcours du patient se poursuit au niveau de la structure, tant publique que privée. Donc, toutes les personnes qui sont amenées à faire les soins sont exposées. C'est ce qui fait que actuellement le nombre de personnels atteint a grimpé, mais aussi, est-ce que le personnel de santé suit totalement les mesures barrières? Il faudrait aussi se poser cette question. Ouais, voilà. Nous sommes d'accord que nous-mêmes sur le lieu de CHU Campus, sur le lieu de travail, en dehors du lieu de travail, dans nos maisons, je suis presque sûr que nous ne suivons pas de manière scrupuleuse ce que nous venons dire. C'était le cas du CASEF. Voilà, le cas du CASEF où on a retrouvé, je crois, une quinzaine de personnes qui sont contaminées. Mais on a eu à prendre des mesures dès que le premier cas a été trouvé. On a eu à isoler ceux qui ont été découverts par la suite et à mettre en quarantaine ceux qui ont fréquenté les mêmes bureaux ou qui ont eu accès aux mêmes outils de travail que cette quinzaine de personnes. Donc je crois que le reste a pu vaquer librement à leurs occupations et actuellement le CASEF sous surveillance ne présente pas de risque accru. Est-ce qu'il y a vraiment la surveillance dans les autres services de l'État, dans certains ministères, ça et là, sociétés d'État et autres? Pour la directive... Au départ, on a quand même senti un engagement total, mais avec le temps, on a carrément relâché. Au fait, ce n'est pas un relâchement. Le lave-main, on se demande, mais qu'est-ce qui n'a pas entre-temps marché? Pour le lave-main, la disposition des gels de solutions hydroalcooliques, je ne peux pas me prononcer, mais ce que le personnel médical a à l'œil, c'est plus les patients qui seraient des contacts, des personnes qui seraient suspectes ou ceux qui auraient eu des contacts avec des cas positifs avérés. Dès que ceci est signalé au niveau de la surveillance, il est systématiquement fait un dépistage large de ceux qui pourraient avoir eu accès à ces personnes, tant sur le plan de l'aire de travail que sur le plan du matériel de travail. Et dès que ceci est fait,
tout le personnel qui est sensible est mis en quarantaine et le reste du personnel qui n'est pas mis en quarantaine est mis sous surveillance obligatoire pendant un certain moment avec le rappel du respect plus accru des mesures barrières afin de ne pas mettre tout le service en veilleuse pendant ces temps-ci, surtout pas le CASEF. Vous êtes d'accord avec nous qu'on traverse une période de grippe saisonnière? Très souvent, dans ces périodes-là en Afrique de l'Ouest, il y a toujours de petits tours et autres qui font qu'on a plus ou moins les mêmes signes que Covid-19. D'où un autre débat. Est-ce que tous les tests qui sont faits au Togo, par exemple, ne sont pas plus ou moins peut-être... est-ce qu'on n'a pas confondu entre-temps la grippe saisonnière à Covid-19? Non, je ne crois pas. Je suis d'accord que les signes de la grippe s'apparentent aux signes de la Covid. Ça va de soi. Mais si on est arrivé jusqu'à faire le test et que le test est positif, ce que le test révèle, c'est d'abord scinder tout ce qui est coronavirus de ce qui est autre virus. Et puis après, scinder le nouveau coronavirus des autres coronavirus. C'est au cas où on a trouvé chez vous le nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2, qu'on vous déclare positif. Si on trouve un des coronavirus qui n'est pas spécifiquement le SARS-CoV-2, la disposition demande qu'un deuxième test soit fait chez vous avec un second prélèvement dans les conditions qui sont presque similaires au premier prélèvement pour vérifier si c'est le test qui pose problème ou si c'est le prélèvement chez vous qui pose problème. Mais je crois qu'au niveau du test, il serait vraiment difficile de confondre le nouveau coronavirus avec un autre type de virus qui entraîne une grippe saisonnière. Puisque les gens disent que faire les tests à Lomé, ce serait beaucoup plus fiable. Maintenant qu'on a délocalisé tout à l'intérieur du pays, on peut avoir quand même une raison de dire qu'elle laisser aller dans le travail qui se fait. Et les chiffres qu'on donne vraiment là, ça pose problème. Il faut peut-être revoir parce qu'il y a la pluie, la poussière, tout est mélangé en ce moment dans la sous-région ouest africaine et que ce n'est pas vraiment la maladie à coronavirus qu'on est en train de détecter vraiment aux gens. Non, je ne crois pas. En fait, il faut dire les choses comme elles sont. Nous avons deux types de tests qui sont réalisés actuellement au Togo. Le premier type de test, c'est le test à PCR avec 3 laboratoires fixes qui sont mis sous la tutelle du même type de service, à savoir l'INH. La directrice de l'INH, c'est elle qui supervise tous les tests au niveau du Togo. Donc, le même type de matériel qui est à l'Institut national d'hygiène, c'est ce même type de matériel que nous avons à l'aéroport, c'est ce même type de matériel qui a été déployé à Kara. Donc, sur ces 3 lieux, la PCR se fait dans les mêmes conditions à Lomé qu'ailleurs. Par contre, dans les autres régions, on a déployer un matériel un peu moins lourd, mais qui sert à la même chose et qui sert à dépister le nouveau coronavirus. Par contre, au niveau de l'hôpital, le CHU Tokoin, on a accès aux tests rapides, à un type particulier de test rapide qui a été installé là pour nous aider à prendre en charge de manière rapide les patients qui vont venir. Quand le test PCR fait aux alentours de 10-12 heures pour sortir, pour nous donner les résultats, le type de test qui est mis au niveau du CHU Tokoin sort aux alentours de 2-3 heures. Donc c'est cette seule spécificité qu'il y a. En dehors de ça, dans toutes les régions. La même chose à l'intérieur du pays, un peu partout. C'est l'urgence. Oui, je crois que l'urgence. Vivant pour faire tourner l'économie du pays. L'urgence a fait que nous avions installé le matériel qui a été à notre portée le plus rapidement. Quand on a fini d'installer le matériel à l'INH, on a dû faire la même chose à Kara parce qu'on a commencé par voir la recrudescence des cas au niveau du Nord-Togo. Je peux rappeler que le laboratoire de Kara a été fait presque instantanément que la recrudescence des cas à Djarkwanga. Donc après, c'est en réfléchissant à l'ouverture des frontières qu'on a réinstallé le même type de matériel à l'aéroport et qui nous sert actuellement à faire presque 500 tests par jour pour tous les voyageurs. Maintenant, au niveau des autres régions, quand on a voulu étendre le nombre
de tests à chaque région, on a été confronté au fait que le matériel n'était pas immédiatement disponible. Donc, on a fait avec ce qu'on a sous la main pour pouvoir faire au moins les tests rapidement dans chaque région et, si possible, s'il y a un problème, les convoyer là où on a un matériel beaucoup plus lourd, soit Lomé, soit Kara. Vous êtes d'accord avec moi que celui-là qui est actuellement, je ne sais pas quelle localité du pays, à Chikawa, par exemple, au nord du pays, et qui est peut-être détecté positif ou bien qui se sent plus ou moins mal à l'aise, il n'arrive pas vraiment à dormir, il tousse, il ne sent plus vraiment le goût, comme vous le dites. Il va rallier de Chikawa jusqu'à Caraville avant de faire le test, ou bien celui-là qui est par exemple quelque part à Tabligbo, rallier jusqu'à Lomé, à mi-chemin, il peut se passer beaucoup de choses. Non, il n'a pas besoin de quitter sa localité, ce n'est pas prévu. À Debout, par exemple, vous êtes sur place et il y a une équipe d'intervention rapide dans chaque préfecture qui est chargée de vous faire le prélèvement. Dès qu'on vous fait le prélèvement, c'est qu'on vous immobilise. On vous empêche de vous déplacer parce qu'on a besoin d'avoir votre résultat dans les 24 heures avant d'être sûr que vous êtes soit négatif, soit positif. Et dès qu'on vous fait le test est convoyé dans l'heure sur le laboratoire le plus proche. Comme je vous l'ai dit, dans chaque région, il y a un laboratoire. Et dès que le test est convoyé sur le laboratoire le plus proche, dans la journée ou au début de la journée qui vient, vous avez les résultats de votre test. C'est si et seulement si votre test pose un problème pour le laboratoire, qu'on pourrait appeler petit laboratoire de région, qu'on est obligé de convoyer votre prélèvement, pas vous-même, vers le laboratoire de Kara ou le laboratoire de Lomé. Mais dans tous les cas, aucun test ne peut ne pas être fait dans les 48 heures après le prélèvement. Jusqu'à présent, on fait tout pour que dans les 24 heures, tous les tests soient analysés. On va s'intéresser un peu aux écoles, aussi les établissements scolaires, qui semblent être aussi un autre nid de contamination. Surtout, la plupart des élèves aujourd'hui partent en vacances, ceux qui ne sont pas bien sûr en classe d'examen. Et dans la foulée, on se demande s'il n'y a pas des cas contaminés dans la masse qui, pendant les vacances, vont essayer de recontaminer les parents ou d'autres personnes avant la reprise le 26 octobre. Bon, je crois qu'en cette période, on devrait mettre sous cloche les vacances. Ça nous aurait vraiment aidé. Parce que quand vous vous déplacez d'une zone vers une autre, soit vous vous déplacez d'une zone moins dangereuse, entre guillemets, vers une zone plus dangereuse, ou bien vous vous déplacez d'une zone plus dangereuse vers une zone moins dangereuse. Dans tous les cas, vous êtes exposé. Mais maintenant, quand on devait reprendre de manière partielle les cours, il avait été demandé de tester tous les élèves qui ne sont pas restés dans leur localité et de scinder de manière immédiate et pressante. Non, c'est le questionnaire a été ventilé. Moi qui suis peut-être dans un petit village, c'est pas. Non, je vais faire tout chez mon oncle à Lomé pour pouvoir avoir accès aux fournitures et autres, les collages pour la reprise. Comment Quand on avait fait la reprise partielle des cours, on avait demandé de manière formelle à tous les directeurs de poser la question. Il y avait un questionnaire à remplir pour chaque élève. Et tous les élèves qui ont eu à répondre, qu'ils ont passé 2 ou 3 jours en dehors de leur village, en dehors de leur ville, ont été systématiquement prélevés. Ceci a permis de séparer ceux qui ont commencé les cours de ceux qui ont été positifs. Est-ce que la même directive sera reconduite? Là, vous aurez du boulot à la reprise. Oui, forcément. Quand on l'avait fait, ça a été... Oui, les déplacements sont nombreux. On sait déjà que ceux qui n'ont pas repris, déjà, ils ne sont pas restés dans leur localité. Ceux qui ont repris de manière partielle, c'est sûr qu'avec le mois, ils vont vouloir aller à gauche et à droite pour souffler un peu. Mais bon, à la reprise, s'il faut le faire, on devra le faire parce que notre santé en dépend. C'est très primordial pour que nous puissions reprendre dans des conditions calmes. Parce que si nous laissons un seul élève asymptomatique positif dans une classe, même si c'est une classe de 15 personnes, c'est 14 personnes que nous risquons d'avoir dans le mois en train de souffrir de la même maladie. Et en même temps, nous mettons l'école en danger. Donc, s'il faut le faire, je crois que les autorités devront passer par là pour que la rentrée puisse se faire de manière sereine et calme. Oui, reprendre le 26 octobre prochain. Peut-être qu'avec le temps, on aura le temps
d'avoir au plateau les ministres en charge, bien sûr, de ce secteur-là, pour mieux faire le débat. Il y a l'autre problème qui est l'effectif pléthorique. Moi, je m'en souviens quand je faisais la terminale, on était au nombre de 105, à mi-chemin à 10 qui ont déserté, on était 95 à passer le bac 2. Mais ça fait des années déjà, ça fait... La question reste posée. Comment est-ce qu'on va faire quand on sait qu'en public, surtout au primaire, où il y a l'école gratuite, nos classes sont bondées. Il y a certaines écoles qui n'ont pas de classe. Il y a certains qui s'asseyent à 4, 5 dans le banc. Comment est-ce qu'on va s'y prendre pour pouvoir minimiser les risques? Je n'ai pas la solution miracle. Mais comme vous l'avez dit, il y a les autorités de l'enseignement, primaire, secondaire. Il y a les autorités de la santé qui devront se pencher véritablement sur cette problématique et pouvoir nous garder encore pendant un temps sans flambée exponentielle, surtout au niveau des enfants qui vont reprendre les cours. Longtemps, on a pointé les lieux de culte comme les places qui peuvent vraiment donner lieu à des contaminations, mais ils s'en sortent bien, les religieux, que ce soit le christianisme, chez nos pratiquants traditionnels ou les musulmans, ils s'en sortent très bien. Oui, il faut dire que la sensibilisation a marché et a marché à ce niveau plus que dans tous les autres domaines, visiblement, à mon humble avis. Oui, parce que ce qu'on a remarqué, c'est que le nombre de personnes qui s'agglutinaient au niveau des lieux de culte avant la venue de la pandémie n'est pas la même actuellement. Les nombres de cérémonies de messe, de culte ou de prière a été augmenté dans les lieux où ça a été ouvert et dans les lieux où ça n'a pas été ouvert, on a remarqué que ça n'a pas repris. C'est le travail de fond qui a été fait tant par les autorités administratives que par les responsables religieux qu'il faut saluer. Ceci devrait continuer pour que ces lieux restent ouverts. N'oublions pas qu'en région centrale actuellement, les préfectures qui ont été bouclées, on a été obligés de refermer les lieux de culte. Donc je crois qu'il faut continuer dans ce sens. Exiger toujours le respect des mesures barrières, rappeler que les grands rassemblements en dehors des lieux de culte devraient être proscrits sur les lieux de culte pour que nous puissions continuer à ne pas avoir de foyers de contamination au niveau des lieux de culte qui sont ouverts et peut-être augmenter le nombre de lieux de culte à ouvrir prochainement si les autorités le jugent idoine. Entre-temps, on a autorisé 16 à ouvrir. Peut-être que la semaine qui arrive, là, on va encore augmenter. On fera peut-être 16 fois 2 pour permettre à d'autres lieux de culte d'ouvrir facilement. Quand on parle des lieux de culte, à côté, il y a les bars. Les bars qui, aujourd'hui, malgré tout ce qu'on dit sur les antennes, les sensibilisations dans les communautés, dans les quartiers, les crières publiques, tout ce qu'on fait, les bars à Lomé et à l'intérieur du pays, c'est autre chose. Vous vous déplacez un peu, vous sortez un peu du centre de la ville, le quartier administratif, vous tournez un peu dans les quartiers comme Baguida, Vepozo, Kégué, Agoué, Adidegomé et autres. Et à l'intérieur du Togo, il se passe beaucoup de choses. Que faut-il faire justement à ce niveau-là? Parce que, bon, on a comme l'impression que le mal est là, mais on fait semblant de tourner autour. Bon, le problème reste le même. Face à la crise sanitaire, face à la peur que le personnel médical a, face au travail que les médias et les autorités locales font, il y a aussi le fait que les gens se disent qu'ils préfèrent mourir de Covid que mourir par crise financière. Ils se disent qu'ils ont longtemps tenu sans avoir fait leurs activités et que actuellement qu'il y a une petite embellie vu la zone de turbulence, avant la zone de turbulence que nous sommes en train de traverser, ils ont préféré ouvrir et inviter les gens à venir leur donner un peu de sous, si on peut dire ça comme ça. Ouvrir, oui, mais quand vous jetez un coup d'œil sur ce qui se fait, une petite table qui ne fait même pas 1 mètre carré, on a au moins 5-6 personnes autour. Oui, justement, c'est ce qu'on déplore. On aurait peut-être accepté que les gens ouvrent, mais qu'ils mettent en place un dispositif qui leur permette de continuer à lutter contre la maladie et qui permette à ceux qui vont venir dans ces bars de se rendre compte qu'ils ne peuvent plus se comporter comme avant. Mais ceci n'est pas le cas. Tout le monde se met
à la table comme on veut, on se sert dans un petit espace et il y a des gens même qui continuent par rester dans des endroits clos climatisés. Oui, on a déplacé les bars, certains bars qui sont au bord des voies, devant les maisons. On les a déplacés à l'intérieur. Tout cela, ce sont des comportements que nous devons dénoncer, continuer par leur dire que ils s'exposent eux-mêmes et ils nous exposent tous à la maladie. Est-ce qu'on est obligé de faire comme à côté, fermer les bars, emporter le matériel de travail avant que les gens ne se rendent compte qu'il y a quelque chose? Je crois qu'on n'est pas obligé d'arriver là. Si chacun peut prendre sur lui de se dire que actuellement il faut faire quelque chose. Si vous avez remarqué, il est interdit aux avions d'être remplis à 100%, et ceux qui en Europe reprennent leurs activités, ils remplissent leurs salles à 70-60% pour rappeler aux gens qu'il faut quand même respecter les mesures barrières. Chez nous, si on peut le faire, je crois que c'est la meilleure des choses. Mais si on ne va pas le faire, je crois que les autorités seront obligées de garder les bars fermés et les gens seront au chômage et en crise financière pendant plus longtemps. Fermer les bars, peut-être, ce serait un peu délicat, mais quand on autorise les gens, nous-mêmes qui allons consommer ces boissons-là, est-ce qu'il n'est pas vraiment bien signant aujourd'hui qu'on essaie de revoir, même si le débit, celui qui a créé le débit de boissons, les bars, tout ça là, ne sont pas vraiment des gens qui semblent vraiment engagés dans cette lutte-là. On peut quand même les conseiller autrement. Hein. Je crois que c'est vers ça qu'il faut aller. Parce que si celui qui a ouvert le débit de boisson voudrait avoir le plus de personnes afin de gagner plus, ceux qui viennent pour consommer devraient se dire que nous avons notre santé en jeu et ils devraient, dès qu'ils arrivent, essayer de rappeler. Atakpame, Palimé, Agné, Sokode, bon, n'est pas dedans parce que tout est bloqué là-bas. Cara, même au nord du pays, dans les savanes, c'est encore... N'importe où, dans chaque zone, quel que soit ce qui se passe, dès qu'on est à 3, 4, 5, qu'on voudrait approcher 10, je crois que le réflexe devait être systématique. Est-ce que je suis à 1 mètre de mon prochain? Est-ce que celui qui est derrière moi respecte ce que je dis? Est-ce qu'on n'est pas en train de trop se rapprocher parce que nous allons nous passer la maladie? C'est vrai qu'on ne peut pas porter de masque en buvant ou en mangeant, mais dès qu'on l'a retiré et qu'on a fini de boire, est-ce qu'on ne peut pas immédiatement le remettre et se séparer, ne pas trop durer dans les lieux que nous n'arrivons pas à cerner afin de prévenir la maladie? Ceci n'est pas obligatoirement le travail des autorités, c'est aussi notre part de travail si nous voulons que cette pandémie puisse cesser un peu plus tôt et reprendre nos habitudes que nous avions. Et les marchés? Bon, pour les marchés, la règle reste le même. Il paraît que les femmes à qui nous avions obligés à porter les masques commencent par ne plus les porter. Mais je crois que c'est la même chose pour nous tous. Il faudrait que les autorités, les responsables, les EPAM, comme on les appelle, puissent revenir dans les marchés, rappeler aux femmes qui sont les vendeuses dans ces marchés de porter les masques, de respecter la distanciation physique et à ceux et celles qui vont... Bien les masques, mais la distanciation physique, le marché en Afrique, on sait un peu ce que c'est. Hein. Avec un peu d'effort, je crois qu'on pourra le faire. Hein. On ne met pas vous son étalage sur des millimètres. De condiments peut-être à Redjrenaoui, vous êtes d'accord avec moi, que ce soit à Kege, à Vepozo ou à Daolato, c'est délicat. C'est délicat, mais je crois que c'est possible. La distanciation physique, c'est possible. Peut-être pas le 1 mètre, même si c'est le 1 mètre qui est réglementaire, mais il ne faut pas qu'on soit côte à côte en train de nous toucher avec le coude d'un servant, celui qui est venu pour acheter. En Afrique, hein, quand on met des trucs, on étale la marchandise, c'est là. Il faut crier, vanter la qualité, bien sûr, de ce produit-là pour que ceux qui passent là... Tout passant puisse être au courant que nous sommes les meilleurs. Comment ça se passera vraiment? Parce que, bon, aujourd'hui, en mettant le masque, on se dit, est-ce qu'on peut vraiment faire ce geste-là qui est l'un des points
publicitaires concernant... Je crois qu'on va souffrir un peu de ne pas être obligé de vanter seuls les Vous mérites êtes de notre nombreux. marchandise. Oui, on est nombreux, chacun apporte son étal et je suis sûr que chacun va rentrer avec quelque chose. Ce n'est pas obligatoirement en faisant le plus de bruit qu'on a le plus de clients. Nous sommes dans une période spéciale, souffrons d'avoir des comportements spéciaux et qu'en quelque temps nous puissions recommencer avec notre vie de chaque jour. C'est mieux que de nous exposer nous-mêmes et d'exposer nos clients à ce que nous ne voudrons pas héberger chez nous. Justement, on va parler bien sûr des interpellations de ceux-là qui portent plus ou moins mal les masques dans les circulations. Et très souvent, quand les forces de l'ordre, la force anti-pandémique, FOSAP, un agent vous interpelle, il y a toujours un grincement dedans. Parce que la manière aussi, entre-temps, on avait dénoncé ça, mais ça a recommencé visiblement. Parce qu'on assiste à des scènes là. Moi-même, j'ai été témoin d'un fait. Dans un coin à Lomé, je me suis dit, ça ne peut pas être le cas. Et il y a quelques heures, sinon hier, une dame aussi du genre a été interpellée à Dido Goma aussi. Si c'est pas qu'on rassemble les gens qui n'ont pas bien porté le masque, en nombre quelque part, au lieu de verbaliser, on est tenté de porter la main. Bon, je crois que il faut en parler, il faut en discuter, il faut rappeler aux forces de l'ordre qu'ils font quand même un travail louable. À part les gaffes au départ, c'est là, avec Amana, colonel Amana, on a senti quand même qu'il y a un travail professionnel qui a été abattu jusqu'à un moment où on a encore senti que les brebis galeuses... Oui, je crois pas taper. Il faut rappeler les choses toujours. Il faut redemander aux gens de faire plus attention. Il faut redemander aux gens de rester professionnels dans ce qu'on est en train de faire. Et il faut porter le masque. Il faut demander aux gens qui n'ont pas porté de masque, qui ne l'ont pas bien porté, de le porter ou de bien le faire. Et si quelqu'un est réticent, il faut le verbaliser. Et la directive dit que 3 000 francs pour celui qui n'a pas porté. Maintenant, si les gens qui ne l'ont pas porté sont en grand nombre auprès de l'agent. Pas forcément auprès de l'agent, mais on les regroupe dans un oui, je crois que ça aussi, c'est une quinzaine, une vingtaine. Je crois qu'il faut juste donner l'amende à la personne et lui dire de circuler, d'aller payer là où il faut aller payer ou de payer sur place et d'avoir son reçu. Mais il ne devrait pas rester là pendant 1 heure, 2 heures et puis tout d'un coup, les gens vont être en grand nombre, une dizaine, une vingtaine. Ça parle et c'est encore peut-être un foyer de contamination qu'on est en train de développer. Peut-être qu'il ne faut pas obligatoirement recourir à la force avec des gestes violents ou pas. On dit juste que vous êtes en infraction, voici ce qu'on doit vous faire, débrouillez-vous pour rester dans les normes ou bien aller payer. Je crois que ça devrait être la règle pour nous tous. Bon, l'agent de police ou bien l'agent de la force anti-pandémie fait son travail, nous aussi nous devons faire notre travail, mais dans les deux cas, chacun devrait rester professionnel et essayer le plus possible de ne pas enfreindre aux règles. Le cas de cette dame-là, sur laquelle on a porté la main, c'est un peu déplorable quand même. Oui, c'est regrettable. On se bat par exemple comme ça, on entend que de votre retour du boulot à la maison, que c'est comme ça qu'un agent a porté la main sur votre femme, parce que vous n'avez pas fait plus de 20 ans ou 30 ans, ça fait quand même grincer les dents. Un coucou spécial à toutes les forces de l'ordre qui nous suivent actuellement, que vous faites bien d'ailleurs votre travail, mais faites-le beaucoup plus avec beaucoup plus de professionnalisme. Avant de se séparer, on a en plus 2 minutes 30 secondes. On va jeter un coup sur les chiffres qui ont été publiés à la date, bien sûr, du 3 septembre 2020. Le 3 septembre 2020, au Togo, la situation se présente comme suit. Nous avons 341 cas actifs, 1071 cas guéris, 31 décès, 1443 cas confirmés au total pour 67 784 nombre total de tests effectués sur toute l'étendue et territoire national. Et en résumé, ce 3 septembre 2020, il faut noter que 1643 tests ont été réalisés, dont 27 cas positifs, 36 guéris et 1 décès. On a enregistré un décès encore ce jeudi. Oui, nous déplorons les décès ces derniers temps un peu plus qu'au début.
Je dois dire que dans les 2 derniers mois, nous avons dépassé la dizaine, peut-être atteint la quinzaine de décès. Bon, c'est le lieu de se dire que la maladie est là et que aucun de nous n'est à l'abri. Peut-être que ceux qui sont décédés ont une ou 2 facteurs de risque, mais chaque personne qui a cette maladie a un risque de faire une détresse respiratoire et d'en mourir. Nous rappelons que essayons de nous prémunir contre cette maladie. C'est ce que nous avons de mieux à faire. Docteur Dainko Oni, médecin spécialiste en imagerie, en conclusion, qu'allons-nous retenir en 30 secondes de ce thème qui a été débattu ce jour, la courbe de la pandémie qui remonte? Et que retenir? Les chiffres s'aggravent, les cas de contamination s'élèvent. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons continuer de nous prévenir contre la maladie. Et pour nous prévenir, nous n'avons qu'un seul moyen, le respect des mesures barrières et des règles d'hygiène. Ne soyons pas fatigués, mais continuons de nous retrousser les manches pour que nous puissions nous en sortir le plus rapidement possible. Merci, docteur Oni. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité pour cette émission de lundi au vendredi dès qu'il sonne 21h sur 21h10 sur votre antenne. Très bonne suite de nos programmes à vous tous. On se retrouve demain samedi pour un autre point de l'actualité à partir de 12h10 et ça s'appelle Le Monde en 7.